Merci de nous rejoindre. Bienvenue à toutes et à tous pour le grand débat de la rédaction du groupe de presse Eden TV. Diaspora FM, le Bénin est bien sûr malheureusement entré sur la longue liste des pays touchés par la pandémie du coronavirus. Mais dans le pays, quelle est la riposte face bien sûr à la Covid-19? Le Conseil des ministres de ce mardi a été censuré par 12 points, 12 mesures prises rapidement pour bien sûr contrôler la pandémie au Bénin qui est déjà à 2 cas. En dehors de ça, quel est bien sûr le constat sur le terrain? Est-ce que les mesures de prévention sont réellement respectées dans les écoles, dans les restaurants et bien sûr dans le quotidien des Béninois? Nous allons en parler sur ce plateau du forum des rédactions. Donc on parlera de long en large bien sûr du coronavirus au Bénin. Et puis en Afrique, 2 invités pour faire le débat sur la pandémie du siècle. Louis Assoba, journaliste indépendant, bonsoir. Bonsoir Corneille, bonsoir mon confrère, bonsoir le plateau et bonsoir à tous les téléspectateurs de Eden TV. En face de vous, Arnaud Mori-Yagua du groupe de presse Eden TV Diaspora FM. Bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir chers auditeurs, j'ai envie de dire de Diaspora FM. Bonsoir chers confrères. Bonsoir. Alors, oui, je l'ai dit en début de cette émission, malheureusement, je ne dirais pas ou heureusement, mais malheureusement, ouais. pour nous en tout cas, nous sommes touchés au Bénin par le coronavirus depuis le 16 mars, donc le lundi dernier, annonce faite par le ministre de la Santé. Et puis, il y a quelques heures, nous avons appris quand même qu'un autre cas détecté, une Allemande, le premier cas, un Burkinabé, c'est ça, hein, qui serait rentré sur le territoire par voie aérienne. Mais depuis l'annonce des mesures préventives et autres, nous avons entendu à plusieurs reprises les autorités, puis je commence par là, parler bien sûr des mesures, des systèmes de contrôle au niveau non seulement de l'aéroport, mais également de nos frontières. Qu'est-ce qui s'est passé puisque ce patient ou ce sujet, même si son état est stable, comme le confirment les informations venant des autorités sanitaires, c'est qu'il est quand même entré sur le territoire et il n'a pas respecté les mesures d'auto-isolement. Et c'est bien plus tard, 2 ou 3 jours plus tard, qu'on l'a détecté positif à la Covid-19 ou au nouveau coronavirus. Je commence par vous, Louis Assoba. Ah oui, malheureusement, vous l'avez dit tout à l'heure, le Bénin est désormais sur la longue liste des pays infectés, si on pourrait le dire ainsi, malheureusement pour nous. Alors, comment en est-on arrivé là? C'est la question qu'il faut se poser parce qu'en amont, on a constaté un gouvernement qui quand même a pris des décisions, a pris des mesures pour pouvoir anticiper sur le Covid-19. Cependant, malheureusement, on a eu ce cas. Alors, la question qui se pose, c'est quoi? Est-ce qu'il y a plus de discours que de faits concrets sur le terrain? Pour le moment, je ne pourrais pas répondre à cette question-là. Moi, je peux répondre à cette question. Oui, attendez, j'irai d'abord. Moi, je peux répondre à cette question. D'accord, je vais vous laisser le temps de répondre à cette question-là. Je pourrais dire tout simplement que, quelque part, est-ce qu'on peut parler de faillite? Parce que même dans les terminologies, je n'arrive pas à me retrouver. Oui. Quand on parle de auto-isolement et quand on parle de l'isolement, on parle de mise en quarantaine. Je pense qu'on a failli du moment où on a parlé de l'auto-isolement. Parce que c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, on est en train de constater le tout premier cas. Lorsqu'on va parler de l'auto-isolement, ça veut dire que vous laissez libre choix à la personne, quant à lui, d'accepter d'être isolé ou bien de parcourir le territoire national. Et si on parlait tantôt de mise en quarantaine directement, peut-être on ne serait pas à ce cas. Finalement, on est arrivé à ce cas. C'est peut-être qu'au début, on aurait pu parler directement de l'isolement ou de mise en quarantaine en même temps et si possible, de constater, si peut-être à un moment donné on constate le virus, on prend en même temps les mesures nécessaires. Mais du moment où le gouvernement a parlé d'abord de l'auto-isolement, vous savez, un Béninois ou bien un expatrié, il est libre quand même de circuler, il est libre également de pratiquer, d'observer
cet auto-isolement dont on est en train de parler. Et donc, c'est ce qui a fait que jusque-là, on pourrait dire on a constaté ce cas. Tout compte fait, dans les analyses, nous allons peut-être analyser d'autres faits de ce mal-là. Alors, Moriagua, je disais, est-ce qu'il y a eu plus de discours que de faits concrets sur le terrain? Parce que on a quand même parlé on a vu quand même le dispositif installé, par exemple à l'aéroport. Les caméras sont descendues avec les autorités. On a vu, au niveau des frontières, certainement, on a entendu les autorités dire, oui, on a fait des mesures au niveau des frontières pour contrôler, et bien sûr, le flux, les mouvements et autres, dès lors qu'on a constaté l'arrivée ou la détection ou la contamination au niveau du Burkina Faso. Est-ce que les mesures ont vraiment été renforcées? Puisqu'entre-temps, il y a eu d'abord le Nigeria, ensuite le Togo, et le patient serait même passé par le Bénin, et après maintenant, le Burkina Faso, qui est déjà, il faut le rappeler, à un mort, et c'est-à-dire le premier décès en Afrique subsaharienne par rapport au coronavirus. Alors, Anou Moriagua. Non, la réponse, est-ce qu'il y a eu plus de discours? La réponse est non. Il n'y a pas eu plus de discours. Je voudrais, bien sûr, appuyer ma réponse par quelques arguments. Vous auriez pu le constater avec l'ingéniosité du réalisateur. On a vu les images de l'aéroport. Et c'est une maladie vicieuse, si je peux le dire. C'est un virus vicieux. Puisque le virus, vous le portez et le virus ne se déclenche que plusieurs jours, une dizaine de jours après. Donc, pour quelqu'un, quels que soient les dispositifs qu'on met à l'aéroport, ça peut nous coûter n'importe quel milliard. Vous avez le virus, vous arrivez, vous n'êtes pas encore arrivé, vous n'avez pas encore fait une dizaine de jours, vous allez passer, on va prendre votre température, elle sera normale. Donc, par conséquent, on ne peut pas tout de suite détecter que vous portez le virus. Ça, c'est déjà le premier élément. Le deuxième élément qui montre qu'il n'y a pas eu que du discours et qu'ils ont pris très tôt la mesure de la chose, c'est que le Bénin, si vous ne le savez pas, est le premier pays parmi tous les pays dans lesquels ce virus est apparu, d'accord, a créé déjà plusieurs mois avant l'apparition du premier cas, un centre d'isolement. Le premier pays, allez vous informer. Déjà, mais cela a servi à quoi? Non, je vous explique. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas eu que des discours. Ça dit qu'ils ont compris que, attention, c'est une pandémie, il fallait prendre le taureau par les cornes. Et déjà, avant même que le premier cas n'apparaisse, il y a eu un centre d'isolement. Seulement que les gens ont manqué d'honnêteté. Pourquoi? Parce que c'est toi qui sais si tu as pris des risques ou pas. Les gens, vous parlez de qui? Je parle de, par exemple, le Burkinabé qui a été le premier cas détecté. C'est lui qui a effectué le voyage pendant qu'on disait que le virus est déjà apparu là-bas. Nous, vous et moi, l'agent qui est à l'aéroport ne peut pas savoir les risques qu'il a eu à prendre quand il a voyagé. Donc, quand il revient dans notre pays, c'était à lui déjà. Respecter. Naturellement, même, je serai à sa place que je n'irai pas même chez moi, je ne vais pas me promener. Je vais directement au centre d'isolement prévu par le gouvernement pour dire, moi je reviens du Burkina Faso, je suis allé donner une conférence, je suis allé faire ci. Est-ce qu'on peut me faire le test ou bien on attend quelques jours? Ça, c'est l'honnêteté, c'est une responsabilité individuelle. Ça n'a pas été fait. Alors, on a constaté... J'ai constaté que jusque-là, vous n'avez pas touché du doigt la question que Corneille était en train de me poser. Il n'y a pas... Est-ce qu'il n'y a que de discours? Il y a que de discours. Non, tout à fait. Le problème, il faut détecter tout à tout. Est-ce qu'il y a eu plus de discours que de faits concrets? Tout à fait. Les dispositions ont été prises. Les faits concrets, c'est de ça que j'ai parlé. La question, c'est de savoir... Est-ce qu'il n'y a pas une faillite quelque part? Parce que... Il n'y a pas eu de faille. Il n'y a pas eu de faille. Voilà, de faille quelque part. Lorsque vous laissez l'individu qui se promène sur le territoire national, qui a quitté un pays, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut poser la question sur l'honnêteté de l'individu. Mais l'autre chose, il faut prendre des mesures, c'est-à-dire, je peux dire, des mesures drastiques pour permettre... Radicales. Tout à fait. En fait, alors là, non, je dis, quand vous c'est prenez, pourquoi les terminologies, je n'accepte pas quand, dans un premier temps, on parle de l'auto-isolement, parce qu'on ne peut pas miser sur l'honnêteté de l'individu. Effectivement. Donc, à un moment donné, j'aurais souhaité qu'au départ, le gouvernement parle directement de l'isolement, de la mise en quarantaine pour permettre là, parce que le Burkinabé, il est arrivé au Bénin, il a quand même sillonné le territoire national et on ne sait pas si il a côtoyé des gens.
Et jusque-là, on n'a pas encore pratiquement... la maladie ne s'est pas déclenchée sur ces personnes-là. Donc, je dis, il va falloir que le gouvernement, normalement, au départ, allait parler en même temps de mise en quarantaine pour éviter l'auto-isolement. Là, on ne serait pas là, tout simplement. Bon, je suis d'accord. C'est un virus qui, aujourd'hui, éprouve beaucoup les systèmes de renseignement, de prise de décision des États. Quand vous prenez l'Italie, par exemple, c'est simplement parce qu'il y a eu, au départ, un peu de négligence sur les mesures. Quand vous prenez la France également, dès qu'on a constaté qu'avec le Burkina Faso, qu'il y a eu des premiers cas, ça serait déjà... assez bien de prendre rapidement des mesures qu'il faut, parce qu'on peut déjà systématiquement mettre en quarantaine tous ceux-là qui vont quitter peut-être ce pays pour le Bénin. Nous savons qu'avec le Nigeria et le Bénin, déjà, il y a une situation de fermeture de frontières. Écoutez, donc c'est pour ça que ainsi. Mais maintenant... Écoutez, tout humain, d'accord, peut faire des erreurs. Surtout quand vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous êtes en face de moi. Est-ce qu'on a déjà vécu, on a déjà reçu un virus comme ça ici? On a appris sur les chaînes internationales qu'on peut ne pas prendre la mesure. Même jusque-là, on n'a pas encore pris la mesure de la chose. Ce n'est pas pour faire peur aux gens. Mais si vous avez des gens à l'extérieur, dans ces pays-là, où le virus est apparu, Italie, France, États-Unis, appelez-les, qui vous parlent de ce qui se passe. Peut-être que les chaînes internationales ne nous disent pas tout, mais vos parents peuvent vous dire ce qui se passe. Donc jusque-là, on n'a pas encore pris suffisamment la mesure. Donc je le dis parce que il faudrait comprendre la dangerosité de ce virus-là pour que déjà, dès qu'on a appris que le virus est au Burkina, c'est au Nigeria, la première mesure, c'était mise en quarantaine. Les hôtels réquisitionnés, tous ceux qui viennent là, allez vous coucher. Et... Là, vous me rejoignez tout simplement. Oui, je vous... Le Niger n'a pas entendu je vous rejoins avant de prendre des décisions un peu plus... Le Niger, oui, quand vous prenez le cas du Niger qui pratiquement a réagi comme si déjà le pays était... Quand le Niger a appris que, en même temps, fermeture de frontières, suspension des écoles. Tout à fait. Parce que... Tout à fait. Pourquoi? Parce que on ne peut jamais savoir si... Regardez le temps que le virus met. Quand on dit c'est apparu au Bénin, le Niger c'est à côté. On suspend les écoles, on ferme les frontières et on attend. On attend parce que le virus met du temps avant qu'on ne comprenne que il y a un porteur de virus. Tout à fait. Ça c'est une mesure formidable. Je pense que, comme on le dit souvent, la meilleure défense c'est l'attaque. Alors, aujourd'hui, il faut quand même prendre l'exemple sur... Voilà, il faut anticiper. Lorsque vous prenez par exemple la France et l'Italie, c'est deux pays qui aujourd'hui pratiquement constituent un de grands foyers de ce virus-là. Vous allez constater qu'au départ, ils ont tout simplement commis cette erreur-là de ne pas anticiper, de négliger la Chine. À un moment donné, on a constaté, c'est vrai que le virus est parti de la Chine, mais des gens ont fait sourd oreille en réalité pour observer de loin. Le virus n'est pas parti de la Chine, c'est les hommes qui sont allés chercher le virus de la Chine qui l'ont amené. Le virus ne circule pas. Bon, tout à fait. Alors, ils sont restés à l'écart et ils ont observé, la Chine peut régler sa situation. Mais à un moment donné, l'autre erreur, qui est la plus grave erreur, c'est de mettre en disposition des expatriés français et autres, certains pays européens, de mettre en disposition des expatriés européens qui sont en Chine, d'aller rapatrier, n'est-ce pas, ceux-là qui sont... D'aller chercher le virus, d'aller chercher, parce que le virus ne circule pas. Le virus circule à travers le déplacement des hommes. Humains. Merci. Alors, donc, à partir de ce moment, au lieu peut-être de mettre en quarantaine ces expatriés-là en Chine et d'envoyer des médecins peut-être pour protéger, là, ils ont laissé ça, comme c'est le nationalisme, le protectionnisme qu'on a l'habitude de constater. À un moment donné, ils ont fait ramener ce virus-là. Voilà, c'est ce qu'on est en train de constater. Tout compte fait, il faut que le Bénin anticipe sur ça pour qu'on ne soit pas... On va parler maintenant je voudrais rapidement compléter quelque chose. Voilà. Et quand ils ont ramené les gens, on a dit, on les a amenés. Ben, la vie a continué normalement son cours. C'est vrai qu'il y a certains qui ont été mis en quarantaine. Comme ça se passait, nous, tout le monde ne continue pas à circuler, les boîtes de nuit continuent de s'animer, les bars, les restaurants
comme si rien n'y était. Et quand l'Italie, en combien de semaines, on est venu à 200 morts chaque jour, c'est énorme. C'est énorme parce qu'il y a une négligence. Il ne faut pas attendre qu'on atteigne 10 morts, 20 morts, 100 morts avant de radicalement. Et si les gens ne comprennent pas pourquoi il faut fermer école, arrêter pratiquement tout, c'est parce que c'est les hommes qui circulent. Ce n'est pas le virus qui circule. Il faut que je quitte un point A pour un point B pour qu'on dise que j'ai amené le virus. Mais si on me bloque au point A, ça veut dire que le virus ne circule plus. Donc, on va pouvoir circonscrire déjà et traiter ceux qui... freiner la propagation. Et freiner la propagation. Donc, c'est pourquoi on prend des mesures. On ne reste pas dans la légèreté avec les décisions. Vous en parlez déjà au Bénin. On parle maintenant de la riposte. Le Conseil des ministres de ce mardi 17 mars 2020, on parle de 12 points, 12 mesures qui ont été prises, rendues publiques par, bien sûr, le point fait par le porte-parole du gouvernement, Alain Orunla. Vous souhaitez, on relève simplement quelques points. Oui, rapidement, Maury, vous avez quelque chose? Non, je pensais que c'était 11 points. Alors... Donc, je disais, oui, c'est bel et bien 12 points. Alors, nouvelle mesure en vue d'éviter la propagation, voilà, limitation à l'extrême nécessité des entrées et sorties aux frontières terrestres de notre pays. Voilà, limitation à l'extrême nécessité des entrées et sorties aux frontières de notre pays. Est-ce qu'il faut toujours continuer à parler de limitation? Bon, il faut aller à la fermeture carrément avec les États qui sont déjà... J'ai l'impression que l'État est en train de porter en quelque sorte de gants par rapport à certaines mesures. Que l'État n'arrive pas à prendre des mesures aussi radicales. C'est ce qui est reproché à Macron aujourd'hui. Faudrait-il prendre des mesures radicales en même temps? C'est pas qu'on est ici, qu'on est alarmiste. Mais face à ce danger, il ne faut pas, il faut pas jouer avec les sentiments. Il faut aller avec la rigueur. Et pas que je suis contre cette décision, je suis entièrement... les accords entre les États? Non, écoutez, à un moment donné, il faut remettre en cause ces accords-là parce que vous êtes entièrement pour des décisions, vous en voulez plus. Voilà, vous êtes resté sur... À un moment donné, lorsque vous parlez des accords et autres entre les États, mais il faut des hommes en vie pour respecter ces accords-là. Donc, pour le moment, il faut mettre de côté ces accords-là et la mesure d'urgence, il faut prendre. Alors, pour les décisions qui ont été prises de façon générale, c'est vrai, je suis entièrement d'accord, mais j'attendais à ce que l'État béninois, le gouvernement, aille au-delà de ça. Alors, lorsque vous prenez par exemple des points, on est tous d'accord, mais on constate que tout à l'heure, on a parlé à l'extrême, vous avez évoqué tout à l'heure un point où on parlait de l'extrême limite. Limitation à l'extrême nécessité. Nécessité, ça veut dire qu'on laisse quand même une marge de manœuvre pour ça. Donc, à partir de ce moment, le virus ne connaît pas en concertation avec les autorités du pays. Tout à fait. Donc, il va falloir qu'au-delà, que les mesures soient plus écorcées pour permettre de finir. Sinon, de prévenir à la limite à un degré élevé. Parce que aujourd'hui, vous parlez de coronavirus, ça commence par un premier cas, comme ce qu'on est en train de constater en France. La France aujourd'hui compte des centaines de morts. Ça commence par un cas d'abord, comme le Bénin est en train de connaître actuellement. À l'intervalle de 72 heures, pratiquement, on compte déjà 2 cas. Donc, il va falloir écorcer davantage ces mesures-là pour permettre qu'on prévienne ce virus-là. Alors, Arnaud Mouriagua, mise en quarantaine systématique et obligatoire de toute personne qui venant au Bénin par voie aérienne. Je pense que normalement, c'est cette mesure-là qu'on devrait prendre. Depuis. Cette mesure-là, on devait la prendre. Et laisser cette histoire d'auto-isolement. Avant que le premier cas n'apparaisse, on devait prendre déjà cette mesure-là. Tout à fait. Donc, moi, je suis parfaitement d'accord. On les range tous dans un bus, on les amène quelque part, on les met en quarantaine. Et puis, on surveille la température des gens. Pendant un certain nombre de jours, on voit, bon, ok, tout va bien. Mais également, le problème est qu'il y a des gens, certainement, que ceux-là qui ont déjà contracté le virus ont côtoyé. Et la maladie ne s'est pas déclenchée encore chez ceux-là. Il y a des gens qui sont chez eux, peut-être, qui souffrent de fièvre, mais qui ne sont pas allés dans les hôpitaux.
qui se disent que non, c'est le palu ou c'est quoi, peut-être. Qui font peut-être d'automédication. Voilà. Donc, je pense quand même que ceux-là doivent informer. Même si c'est une simple température que vous avez, vous devez pouvoir informer pour qu'on fasse le test pour voir est-ce que c'est tel ou tel. Réellement. Et très tôt, il faudrait informer pour que l'on ne passe pas à côté. Parce que moi, ma crainte surtout, comme le disait une amie qui est dans un pays où la situation est dramatique, il faut devancer le virus. Tout à fait. Il faut anticiper. Comment faire pour devancer le virus? C'est ça. C'est à cela qu'il faut penser. Il y a quand même des mesures intéressantes. Hein? Le 6e point parle de suspension de toutes les missions à l'extérieur du pays pour les membres du gouvernement et pour les cadres de l'administration publique. Nous savons que déjà à l'université, le recteur a dû prendre un arrêté pour interdire quand même aux enseignants. Écoutez, pour ça particulièrement, je ne suis pas d'accord avec le recteur. Je ne parle pas de mission, mais je parle de... Il y a une autre décision qui est sortie, ça doit être aujourd'hui, où le recteur sort la décision en disant que, je lis rapidement, dans le cadre des mesures relatives à la lutte contre la propagation du coronavirus, il est porté à la connaissance de la communauté universitaire que les manifestations de plus de 50 personnes sont désormais interdites sur les différents campus de l'université d'Abomey-Calavi. Au même moment, vous parlez de 50 personnes, au même moment, les étudiants sont entassés dans les bus chaque soir pour aller à la maison ou bien pour aller sur le campus. Au même moment, on a plus de 1000 étudiants dans un amphi. Est-ce que ça c'est vraiment une mesure? Excusez-moi. C'est pourquoi on est en train de dire qu'il va falloir aller au-delà. Le virus n'a même pas besoin de 50 personnes. Vous voyez, au Gabon, le gouvernement a décidé qu'il n'y ait pas de rassemblement de plus de 10 personnes. C'est suivant quels critères? Et pourquoi eux, ils mettent à 50? Ça devient presque des décisions fantaisistes, disons plus de rassemblement. Tout simplement. Plus de rassemblement. Encore que là, on a dans les amphis plus de 1000 étudiants. Mais ce que le Conseil des ministres a décidé, c'est la suspension de toutes les manifestations et tout autre événement non essentiel à caractère sportif, culturel, religieux, politique et festif. Il y a toujours... Vous pouvez reprendre la lettre, s'il vous plaît? Oui, on parle de suspension de toutes les manifestations et tout autre événement non essentiel à caractère sportif, culturel, religieux, politique et festif. Quels sont les critères des manifestations essentielles et les critères des manifestations non essentielles? Peut-être que ça reste à définir ou c'est défini par l'autorité. C'est justement là, en fait. Comment en fait, c'est là où on est en train de... Pas qu'on est contre les différentes décisions. La manifestation, que vous jugez essentielle, moi je peux juger ça non essentiel. Tout à fait. Parce que lorsque vous parlez de suspension, je préfère qu'on parle de suspension de toutes les manifestations à caractère sportif, culturel, religieux, politique et festif. Là, peut-être on dévance, on anticipe. Oui, mais quand vous dites caractère, tout autre événement non essentiel, vraiment, on ne sait pas quels sont les critères qui sont mis en œuvre concrètement pour dire, par exemple, cette manifestation, c'est essentiel ou cette manifestation, c'est pas essentiel. Et même en dehors des manifestations, vous allez voir aujourd'hui des bars au Bénin qui rassemblent les soirs pratiquement plus de 50 ans. Surtout les week-ends. C'est surtout les week-ends. Ce ne sont pas seulement les bars. Quand on prend chaque week-end, quand on parle de Griffe, les Agor, nous savons ce que ça représente au Bénin. Il va falloir peut-être pour le moment commencer par là d'abord pour contrôler mieux la situation. Parce que moi, je ne voudrais pas prendre l'exemple de la France ou l'exemple de l'Italie où ils ont commencé timidement et du jour au lendemain, à l'intervalle de 3 jours, ça a pris tout le pays au cou. Donc, à partir de ce moment, j'aurais souhaité que le gouvernement, je continue de le dire sur le plateau, au-delà de ces décisions, que ces mesures soient un peu plus radicales pour permettre de dévancer ce virus-là, d'anticiper et d'aller au-delà. Et à la fin, peut-être, on aura de meilleurs résultats. Mais quand le gouvernement porte des gants en disant, bon, il faut faire ceci, bon, il faut essayer de faire ceci, je pense qu'à partir de ce moment, il y a pas, vous savez, dans la connaissance du béninois, c'est souvent, c'est quand on prend une mesure radicale que souvent,
ils respectent cela. Vous voyez par exemple les casques dans ce pays, quand on dit portez vos casques contre votre vie, peut-être... Quand la répression a commencé mais c'est quand la répression a commencé réellement que ça a pris du coup. Donc j'aurais souhaité que là où on est en train de parler de non essentiel, ou là où on est en train de parler de extrême limite et autres, qu'on aille directement aux faits concrets pour permettre de limiter les dégâts au moment où il est encore temps. Au strict minimum les obsèques également. Je voudrais dire que oui, qu'on laisse le non essentiel, mais que, comment on appelle ça, la répression accompagne immédiatement. Non essentiel, d'accord, il n'y a pas de problème, mais que la répression accompagne. Ce soir qu'on voit déjà la police républicaine avec ses bâchers faire le tour de Cotonou. D'accord? Déjà, commencez par fermer les bars, comme on a vu dans les vidéos au Gabon. Oui. D'accord? Monsieur, pas de rassemblement. Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pour que les gens comprennent que, attention, il faut anticiper. Mais chez nous, on n'a pas encore parlé de fermeture des bars. On a juste dit qu'il faut mettre les mesures, voilà, il faut prendre des précautions. C'est ce qui a été dit. Je parle de bars parce que vous avez parlé de mais il y a quand même où les gens se rassemblent. Une question importante aussi, hein, parmi ces mesures-là, concernant les cultes. Les religions, hein, il faut, on en dit subséquente, en fait, recommandation aux responsables religieux de faire respecter lors des cultes la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre fidèles. Voilà, éviter les poignées et de main, accolade, ça là, c'est déjà... Plus loin. Le gouvernement a été clair. Éviter les poignées de main, les accolades. La distance sanitaire... Est-ce qu'on peut déjà éviter ça? Ça, c'est facile quand même. Ouais, c'est facile. C'est facile. Là où pour cette décision, c'est là où on dit par exemple la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre. Alors qu'on sait que dans les églises, parfois même, il n'y a pas de place. C'est ça, justement. Il n'y a pas de place. Est-ce qu'aujourd'hui, on va permettre à ce qu'un fidèle soit à 1 mètre? Permettre. Si une église ne respecte pas, on va la fermer. Non, le problème, c'est pas que... Le gouvernement va fermer cette église qui ne respecte pas la mesure. Est-ce qu'on a vraiment les moyens aujourd'hui pour permettre à une église d'avoir des fidèles distancés d'un mètre? Ça serait vraiment difficile parce qu'il y a des églises aujourd'hui où les fidèles n'arrivent même pas à trouver de place pour s'asseoir. Les autres qui sont allés à l'église vont prier pour ces fidèles-là. Ceux qui sont les premiers à rentrer dans les églises, qu'ils prient pour ceux qui n'ont pas pu trouver de place et ils n'ont pas rentré chez eux. Est-ce que là, c'est pas mieux d'aller à des mesures vraiment radicales? C'est ce que nous disons, parce que la foi, vous ne pouvez pas empêcher la foi de l'autre. L'autre ne peut pas dire, bon, toi tu es assis, moi je vais rester debout. Vous voyez, parce qu'il y a une distance de mètre. Soit carrément, nous tous, nous restons à la maison, tout simplement. Mais quand vous parlez d'un mètre, aujourd'hui, il y a des églises, franchement, les dimanches, quand vous allez, il n'y a pas de place. Et dire aujourd'hui qu'il faut respecter une distance d'1 mètre, ça serait vraiment difficile. Excusez-moi, moi je me dis, la décision qu'on pouvait espérer est qu'on dise, on ferme les églises, tranquillement, parce que c'est des lieux de rassemblement où on peut propager sérieusement le virus. Mais voilà le gouvernement qui peut-être pour des considérations comme pour dire non, et ils vont penser que c'est un pays religieux, un pays laïque. En matière de donc virus, ils vont penser que l'Italie est un grand pays. Laissez-moi finir. Hein. Ils vont penser que on est contre leur religion, on est contre Dieu. Mais il faut dire que le virus là ne connaît pas de sentiments. Le virus là n'a pas de sentiments. Donc, par conséquent, on ne doit pas avoir de sentiments pour prendre les mesures qu'il faut pour donc éviter la propagation. Mais si on ne prend pas ces mesures de fermeture des églises et qu'on dit aux fidèles de ne pas se saluer, de ne pas faire des accolades, il faut qu'on respecte ça. Mais au-delà de ça, on a dit 1 mètre au moins. Dans les églises catholiques, nous avons des bancs kilométriques. Donc, il va falloir... Mais qui sont souvent remplis. Oui, mais maintenant, il va falloir maintenir une distance, ce n'est pas une distance fantaisiste. On a dit 1 mètre. 1 mètre, c'est 1 mètre de distance. Donc, alors, il doit y avoir de suivi. Les heures d'église, il doit y avoir des comités qui doivent passer, vérifier si ça a été respecté. Si une église ne respecte pas, on la vide et on la ferme en même temps. Moi, je pense, non, ce n'est pas une question de sentiment. Parce qu'il faut mettre les Béninois à l'épreuve. Là, le gouvernement veut mettre les Béninois à l'épreuve pour voir s'ils vont respecter les précautions. Si les gens ne respectent pas, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ont décidé de la fermeture des églises. Pour qu'ils ne disent pas après que c'est le gouvernement qui est contre Dieu ou qui ne veut pas respecter nos religions.
En tout cas, les mesures s'imposent à tout le monde. Hein, comme je pense quand même qu'au-delà de ne pas avoir du sentiment par rapport à ce virus-là, peut-être le gouvernement a voulu mettre les gens à l'épreuve. Moi, c'est mon interprétation. D'accord. Alors, mais sur le terrain, puisque nous avons fait un tour sur le terrain en début de semaine, pour vérifier, constater les mesures de prévention, lavage des mains avec les gels et autres, les liquides et autres, on a constaté dans les bars, dans les restaurants que la plupart de ces lieux de rassemblement ne respectent pas du tout. On a encore l'impression que malgré tout ce qui se dit sur les médias aujourd'hui, que des gens continuent par exemple d'ignorer. Il y en a même qu'on a vu qui ont déclaré que c'est quoi le coronavirus, qui n'ont aucune information, malgré quand même la campagne bien sûr lancée par l'État et que même si aujourd'hui il a peut-être manqué de passer l'info dans les langues de chez nous, peut-être ça, mais comment peut-on comprendre quand même que dans les bars, on est allé même dans un restaurant à Cotonou, un restaurant italien à Cotonou, qui accueille beaucoup de nationalités et pratiquement vous constatez que les mesures n'ont pas été ardues par exemple. Ça ne dirait pas que forcément c'est l'État qui n'a pas pris les dispositions, mais que font les tenants de ces bars-là, puisque c'est des milieux de propagation rapide du virus. Que dit alors des recommandations, du respect des mesures de prévention sur le terrain où les gens pratiquement ne respectent rien? En fait, je ne sais pas si vous avez fait le même constat. Oui, j'ai fait le même constat parce que au-delà de tout, il y a quand même ce sens de responsabilité qu'on n'observe pas chez certains individus ou bien chez certains promoteurs que nous sommes en train de dire. Mais au-delà, j'aurais souhaité que l'État intensifie davantage la sensibilisation et surtout la communication dans toutes les langues pratiquement. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, on parle de coronavirus, mais ce virus a encore drainé un autre virus que moi j'appelle fake news. Ou par exemple, on dit avec coronavirus, il suffit de prendre Sorabi ou bien il suffit de prendre telle chose. Ça alimente les rumeurs aujourd'hui. Donc je dis, la seule possibilité aujourd'hui pour taire ces rumeurs, c'est d'intensifier la communication. Dans nos langues surtout, locales. Et la sensibilisation. Mais au-delà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle des bars, on parle des lieux de rassemblement, mais on est en train d'oublier quelque chose. Les plus grands lieux de rassemblement aujourd'hui au Bénin, ce sont des écoles et les universités. Vous savez, jusque-là, il y a des écoles, moi je vais dire la plupart, des écoles n'ont pas encore pris des mesures. Nos petits-enfants, nos bouts de choux. En réalité, aujourd'hui, on devrait permettre à ce que les écoles installent déjà des dispositifs, des moyens au bord des portails en même temps pour permettre à l'enfant qui quitte la maison pour l'école, parce qu'au cours du chemin, sûrement, il a salué des gens ou bien il y a eu quelque chose. Et au bord du portail, il essaie quand même de laver les mains, de faire les premières nécessités avant de rentrer dans sa classe. À défaut de ça, même au bord à l'entrée de chaque classe, il faut déjà commencer par là. C'est quand on va commencer par éduquer nos petits-enfants que peut-être ces enfants vont porter plus le message envers leurs parents à la maison. Mais je déplore ce manque de sens de responsabilité de certains aujourd'hui qui, jusque-là, n'ont pas encore pris les mesures les plus simples. Je dis bien les plus simples, mais rien ne t'empêche d'avoir peut-être un seau d'eau avec, du savon au bord, peut-être à l'entrée de ton lieu de commerce ou bien de commercialisation. À partir de ce moment, dis au client, avant de rentrer chez moi, lavez vos mains. Comme vous l'avez fait chez nous. Tout à fait. Avant de venir, je l'ai fait tout à l'heure. Alors, à partir de ce moment, je pense que c'est quand même les premières nécessités, les premières mesures nécessaires à prendre pour limiter les dégâts. Et ce manque de responsabilité, il va falloir intensifier davantage les mesures que le gouvernement a prises ici. Il va falloir intensifier ces mesures-là pour permettre de contraindre ces personnes-là à faire ces mesures nécessaires pour permettre de limiter les dégâts. Anno Moriagua. Oui, il vient de toucher un point important. Beaucoup de Béninois sont déçus parce qu'ils attendaient hier qu'une mesure importante comme la fermeture des écoles soit prise. Peut-être qu'ils ne voudraient pas forcément qu'on ferme les écoles,
mais que dans cette décision du Conseil des ministres, qu'il y a un point qui concerne les écoles. Sur les réseaux sociaux, ça jase beaucoup. Le gouvernement n'a même pas parlé des écoles, ni des universités. Quand même, c'est des lieux de rassemblement. Vous quittez, quand on prend une classe, des gens proviennent, je ne sais pas de combien de quartiers. Tout à fait. Si on fait une statistique d'une classe, peut-être que les gens proviennent d'une classe de 70 personnes, les gens proviennent de 20 quartiers. C'est ça. Et on ne sait pas, dans ces quartiers-là, ceux qui y vivent et ceux qui ont le virus. Ça veut dire que si un seul virus rentre dans un collège, ça va tout foutre en l'air dans ce collège-là. Et puis, c'est de là que ça va partir pour rentrer dans les foyers. Imaginez que chaque élève parte chez lui contaminé. Ce sera le désastre. Et quand vous allez à l'université, dans les amphis? Dans les amphis où il y a encore 1000, 2000, 3000 étudiants, imaginez ce que c'est. On n'a pas parlé des bus. Ça dit que, honnêtement, il faut le dire, nous n'avons pas encore suffisamment compris le danger que nous courons avec ce virus. Et il faut le dire, ceux qui ont des gens à l'extérieur, appelez, renseignez-vous, je continue de le dire. On dit oui, oh Dieu, ça n'arrivera pas. Malo. On a déjà où est-ce qu'on a mis ce adage-là? Aide-toi, le ciel t'aidera. Tout à fait. Non, quand même. C'est aussi précieux que ce soit. Autant que nous sommes. Moi, laissez des consignes à vos enfants. S'ils rentrent, la première des choses, ils doivent aller se laver les mains. Ils doivent avoir des produits désinfectants sur eux. Si les parents n'ont pas, qu'ils aient de l'eau et du savon dans un bocal. Et qu'ils prennent conscience qu'ils se nettoient les mains. Aujourd'hui, vous étiez en train de dire qu'il y a des écoles qui n'ont pas pris peut-être des dispositions. Des écoles en ont pris déjà. Moi, je me suis renseigné. Il y a un ami qui m'a dit, je ne veux pas citer le nom de l'école, qu'il a vu les enfants ce matin, eux tous, les enfants de l'école, avec bavette. Tous, avec bavette, pour cacher leur nez, leur bouche. Et qu'avant de rentrer dans l'école, ils se nettoyaient les mains. Et en plus, il y a une autre école où il y a des solutions désinfectantes à l'entrée de l'école, mais l'école a une piscine, des activités sportives, ils ont suspendu, plus de piscine. Et puis, ils ont ramené la date de l'examen blanc qui était prévu ultérieurement au 23. Ils ont rapproché, pas l'examen blanc, de la composition ou de devoir, ils ont rapproché et immédiatement après, les enfants partent en congé. Alors, c'est vrai que ce n'est pas trop tôt. C'est des dispositions. Pas trop tôt de l'évoquer puisque nous allons aux élections dans pratiquement 2 mois. On ne sait pas trop quelle évolution les choses prendront d'ici quelques jours. Mais est-ce que cela pourrait influencer le système électoral lancé déjà? Ça pourrait. Si dans les jours à venir, on compte encore d'autres cas, si dans les jours à venir, on voit que le virus a pris peut-être une autre dimension, on pourrait la preuve. Une dimension exponentielle. Oui, la preuve. La France a obligé d'annuler le second tour. Le second tour, ça pourrait arriver aussi au Bénin. C'est pourquoi on demande toujours au gouvernement, tout ce que nous sommes en train de dire ici, c'est tout simplement à l'avantage pour les aider à faire ce truc-là. Je dis, il va falloir prendre des mesures radicales. Je continue de le dire. Il va falloir anticiper. Parce que ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui au Bénin, je continue de le dire, c'est la même chose qu'on avait observé au début de la situation en France, en Italie. Mais aujourd'hui, on compte les dégâts. Donc, à partir de 200 morts par jour, à partir de ce moment, il va falloir qu'au-delà de ces mesures-là, il faut aller au-delà également de ces mesures-là. Parce que nous sommes au Bénin, nous sommes en Afrique. C'est vrai qu'on ne peut pas comparer la France et le Bénin en matière de sécurité sanitaire. Parce qu'il y a des mesures économiques. Il y a des mesures économiques là-bas. Mais aujourd'hui au Bénin, si ça va péter comme ce qu'on est en train d'observer en France, est-ce qu'on peut contrôler la situation? On ne peut pas. Ça serait vraiment difficile. Et la seule arme que nous avons aujourd'hui, c'est l'anticipation. Et cette anticipation-là passe par des mesures très rigoureuses. Il faut pas, comment on appelle, être sentimentaliste parce qu'il y a religieux, il y a ci, il y a ci. Non, il faut finir avec ça. L'Italie est plus religieux que le Bénin. Mais aujourd'hui, on voit ce que l'Italie est en train de subir comme conséquence. L'autre chose, il faut exiger de bavettes à tous ces émigrants-là qui circulent. Et les bavettes,
ce n'est pas pour les mettre et les garder éternellement. Oui. C'est normalement chaque 3 heures de temps qu'il faut les changer. Mieux, on a parlé les émigrants ferment leur bouche. Quand ils remarquent les clients qui ferment leur bouche. Pas seulement les immigrants. Il y a quand même une autre décision qui a été prise au profit parce qu'il parle au client au point où le client veut même mettre sa bouche presque dans sa bouche, ou son oreille dans la bouche. On a recommandé, que chacun se taise. On a recommandé, par exemple, aux chauffeurs du bus qu'on appelle communément Tokpa, de respecter la distance et autres, ou encore de permettre à ce que chaque passager ait le cache-nez et autres. Mais je dis, est-ce que le chauffeur de Tokpa aujourd'hui va prendre son argent et acheter pour 20 passagers, aller à destination, revenir, aller chercher encore 20 passagers? Je pense que le gouvernement, à un moment donné, excusez-moi de le dire, est en train de prendre. Puisqu'on parle d'une enveloppe de plusieurs milliards déjà. Il va falloir aller à la vitesse supérieure pour nous permettre de limiter pour éviter des situations. Tokpa dont vous parlez, il faut le rappeler, c'est des bus qui circulent à Cotonou, qui permettent aux gens de se déplacer Cotonou et banlieue et autres, et qui comportent généralement 18 personnes. Pour le conduit, c'est un permis B plus R, DR qu'il faut avoir. Et donc, je pense quand même que aujourd'hui, on ne peut pas respecter des dispositions dans ces bus-là, puisque ces bus-là, les chauffeurs veulent rentabiliser le transport. La conséquence, c'est de ne jamais respecter les bus de confinement. Oui, donc, un bus de 18 places, si on veut respecter les mesures, c'est au plus 6 personnes. 6 personnes. Pas plus. Oui. Pas plus. 6 personnes. Mais la conséquence est là. Donc, mais on dit que la santé n'a pas de prix. Hein. La santé n'a pas de prix, c'est ce que je dis. Mais le chauffeur veut avoir son argent. Nous sommes à l'épreuve. Et chauffeur, et église, tout, on est à l'épreuve. Et donc, si véritablement nous aimons vivre, nous voulons vivre, alors que les chauffeurs, si vous voulez vivre, respectez. Alors, le coronavirus, on parle de plusieurs morts dans plusieurs pays déjà. En Iran, par exemple, là-bas, des 1000 morts. C'est ce que les chiffres que nous avons eus ce matin, 1000 morts déjà. En Iran, quand on parle de la France, des centaines déjà aussi de morts. En Italie, l'Espagne. En Afrique, 7 morts, c'est cela, avec juste un mort en Afrique subsaharienne. Voilà le cas de la dame qui est décédée au Burkina, vice-présidente de l'Assemblée nationale, c'est bien cela, le Burkina Faso. Alors, on constate quand même que l'Afrique n'a pas été autant touchée en matière de mortalité jusque-là. Mais c'est parce que le virus est parti de quelque part. Et jusque-là, c'est pas encore venu. Est-ce que les Africains ont une certaine immunité plus renforcée? D'abord, il faut dire que l'Afrique a été presque le dernier continent à être touché par le virus. Pas presque, c'est le dernier continent. Pourquoi? Oui, je mets des gants. Pourquoi? Parce que d'où c'est parti, il n'y a pas de ligne directe entre là où c'est parti et l'Afrique. Ah mais ça je ne vous dirai peut-être pas que c'est tout à fait le cas, puisque quand vous prenez, la Chine a beaucoup de liens avec l'Afrique. Non, j'ai dit ligne directe. Entre la Chine et l'Afrique, est-ce qu'il y a un avion direct qui peut partir de la Chine sans escale et venir directement atterrir à Cotonou? C'est ça qui a fait qu'on a mis du temps. Le virus a mis du temps à venir en Afrique. En Afrique et tout ça. Vous comprenez avant d'arriver, le virus a transité d'abord par les autres pays, comme le disait notre confrère. Les Français sont allés chercher leurs compatriotes, les Italiens, et on sait souvent que ce sont de l'Europe qui a les lignes directes, c'est de l'Europe en Afrique qui a les lignes directes. C'est venu au Sénégal, c'est venu ailleurs. Donc, c'est pourquoi le virus a mis du temps à gagner notre continent. Mais au-delà de ça, si le virus met du temps à gagner notre continent, c'est normal qu'on enregistre très peu de morts jusqu'à l'heure là. Et l'autre chose que c'est une chance pour nous de vite prendre la mesure des choses. Puisque c'est comme dans un film. On a regardé d'abord l'actualité. Voilà. Avant que le film ne démarre, l'actualité se passe ailleurs. Donc, on a traité la question par rapport au cas du Bénin. Et puis, on a quelque peu été un peu, pas du tout en accord avec nos autorités qui, semble-t-il, qui selon ce que la population veut, c'est qu'il faut aller rapidement à des mesures plus extrêmes et autres là. Et c'est ce qui est reproché également à Macron en France et à d'autres. Alors, les pays africains, pourquoi alors on n'a pas pu prendre? Les pays africains ne se sont pas unis pour prendre les mesures qu'il faut rapidement. On a vu que c'est dernièrement que le Maroc a fermé, par exemple, les vols avec la France et beaucoup d'autres pays touchés. Mais on a attendu quand même que le virus ne soit importé sur le continent.
Bon, avant de Pourquoi on n'a pas eu le courage de très tôt commencer par mettre les Je crois que quand même, il faut dire que sur le continent... Pourquoi l'Afrique ne s'est pas vite réunie pour créer la monnaie unique de l'Afrique? Je crois que quelque part, même lorsque vous prenez l'Europe, on parle de l'Union européenne, où ce sont des pays qui nous donnent des leçons en matière d'intégration régionale. Mais quand cette débandade-là a commencé, chacun a commencé à prendre cette C'est la même chose en Afrique en réalité. L'autre chose, moi je voudrais qu'on cesse d'alimenter les rumeurs par rapport à ce faible taux-là qu'on constate en Afrique. Vous allez voir sur les réseaux sociaux, on dit par exemple ce virus ne résiste pas au soleil ou ce virus ne résiste pas à la peau noire. Il y en a tellement. Il va falloir qu'on soit, comment on appelle, qu'on ne prête pas fataliste à ces, comment on appelle, à ces allégations. Parce que le virus ne connaît pas la peau noire, ne connaît pas le soleil, ne connaît pas tout ce qu'on est en train de citer. Le virus, c'est le virus. Et quand il t'attaque, il ne sait pas si tu es africain, tu es béninois, tu es chinois ou bien tu es français. Donc, au-delà de ça, mon confrère l'a déjà dit tout à l'heure, c'est ce qu'on est en train de constater. Il n'y a pas vraiment cette ligne directe-là qui quitte directement la Chine où on a constaté le premier foyer et l'Afrique. Vous allez constater tout de même que les cas qu'on est en train de, les rares cas qu'on est en train de constater en Afrique, ce sont des gens qui n'ont pas quitté la Chine. Mais la plupart de ces personnes-là, soit c'est en France ou en Italie. Donc, à partir de ce moment, vous allez comprendre pourquoi on a constaté ce faible taux-là. Si c'était qu'on était lié directement à la Chine, tel que la France est liée directement à la Chine, tel que l'Italie également est liée directement comment on appelle, à la Chine, là, on pouvait parler d'un fort taux. Mais dire que c'est parce qu'en Afrique, il y a le soleil, ou bien en Afrique, on a la peau noire, ça serait vraiment étude scientifique ne l'a prouvé encore. Ne l'a prouvé encore, donc on ne peut pas évoquer cela. J'ai entendu quand même un épidémiologiste français sur une chaîne étrangère et qui, par rapport à cette question, n'a pas du tout apporté d'éléments tangible. Parce que rien ne justifie. Il a dit, rien ne justifie. La science n'a pas prouvé et puis on ne sait pas réellement ce qui va se passer. Mais on n'a pas écouté les épidémiologistes africains. Les chercheurs africains, ils sont où on a entendu autre temps que les Marocains auraient monté des trucs. Alors en tout cas, sur le continent, on fait quoi alors pratiquement? Ben, pour le moment, la seule arme qu'on est en train d'utiliser, c'est les mesures préventives. De l'Occident où on attend que tout vienne, on attend que les autres prennent les décisions. On a l'habitude toujours d'attendre. On a l'habitude toujours d'attendre. Et vous voyez aujourd'hui, ce virus dépasse même certaines grandes puissances, au point où elles se mettent à genoux face à ce virus-là. Donc il serait difficile, même les grands chercheurs européens, américains. Est-ce que c'est vraiment le cas ou c'est juste des stratégies avec d'autres intérêts? Bon, moi, pour le moment, rien ne prouve. Ce débat-là... Rien ne prouve, mais normalement, ça serait le contraire. Il va falloir chercher vraiment ce vaccin ou bien ce remède-là qui va permettre d'éradiquer de façon définitive ce virus. Parce que ça ne profite à personne. Ça ne profite ni, surtout sur le plan économique aujourd'hui, vous allez constater que tout a chuté. Regardez sur le plan sportif, par exemple, les grands championnats qu'on a l'habitude de suivre, les grands moments sportifs, tout est parti, tout est reporté. Donc, je crois que dire que c'est une stratégie pour mettre en place afin de trouver peut-être des vaccins après vendre, bon, ça ne serait qu'à leur risque et péril. Parce que pour ces pays-là, qui pouvaient faire ça en réalité, si c'est pour rentabiliser après, ils ont déjà perdu beaucoup de choses. Donc, le contraire serait de trouver et de sauver l'humanité. Vous rejetez cette thèse-là? Oui, je rejette catégoriquement cette thèse-là de dire, bon, c'est une stratégie pour pouvoir vendre quelque chose après. Je ne suis pas d'avis, tout simplement. Anoumri Agua? Je ne sais pas. Je pense quand même que on doit pouvoir prendre très tôt la mesure des choses maintenant qu'il est encore temps et faire face à la dangerosité de ce virus. Et je voudrais aussi ajouter qu'il y a beaucoup, quand vous parlez des médias, il y a beaucoup qui ne suivent plus les médias. Posez la question à plusieurs personnes. Ils suivent plus les réseaux sociaux. Ils sont plus sur les réseaux sociaux. L'information n'est pas tout à fait fiable.
Sur les médias, au moins, l'information a... Oui, les gens ne regardent plus la télévision. Combien de Béninois regardent encore la télévision, les informations et tout ça voilà. Sauf ceux qui suivent l'émission actuellement. Moi, ma télévision reste en boucle, c'est Africa 24 ou quelle chaîne d'information en boucle toute la soirée. Et les enfants peuvent suivre, tout le monde qui passe par là peut suivre. Mais aujourd'hui, les gens ne suivent pas. Quand on parlait des bars, des gens qui demandent virus Covid-19, vous parlez de quoi? Pendant que déjà, depuis plusieurs mois, c'est fin depuis mi-décembre, et des gens jusqu'à l'heure là ne savent pas ce que c'est coronavirus. Vous parlez de quoi? On vous regarde comme si vous descendiez de la Lune. Et puis, quand vous dites aux gens, comme l'a dit une personne, quand vous mettez les bavettes, on vous regarde comme des zombies. Ils ne comprennent pas. Ils pensent que c'est de la comédie. Ce n'est pas de la comédie. Il faudrait véritablement que chacun, parce que ça n'arrivera pas qu'aux autres. Et donc, c'est à nous-mêmes de booster ce virus, de devancer ce virus, en tout cas, d'être prêts et de sauver notre vie. Tout à fait. Merci Anne-Maury Agua, journaliste EDEN TV et Diaspora FM aussi. Et en face de vous, Louis Assogba, journaliste indépendant. Le coronavirus au Bénin, quelle riposte face et bien sûr à ce virus. Nous avons analysé un peu les mesures prises par le gouvernement. On a ouvert d'autres parenthèses pour parler un peu du coronavirus et des dégâts au plan mondial. Merci de l'avoir suivi. Ce rendez-vous du Forum de la rédaction, nous serons également sur ces plateaux pour d'autres débats. Ça dépendra de l'allure que l'on prend les choses d'ici là. Merci de rester connecté, scotché EDEN Télévision sur les grands rendez-vous pour suivre un peu l'actualité liée au coronavirus. Au revoir et à très bientôt.